Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Stéphanie Villers, chef économiste d'Humanis, épargne, retraite, prévoyance, dépendances pour les particuliers, les entreprises. Et Sylvain Aurébi, le président d'Orientis, l'été Kousmi, les infusions bio, love organique. Et Stéphane Van Nuffel, cofondateur de netinvestissement.fr, créateur du blog je suis libéral.fr. Alors il était question, Sylvain Aurébi, dans une parole politique. On va commencer à ouvrir une baisse des impôts de production. Les impôts de production sont tous les impôts qui en fait pèsent sur l'activité bien avant la création de profit. Or on sait qu'une entreprise peut faire du chiffre d'affaires mais être dans le rouge. Et les plus connus sont les héritiers de la taxe professionnelle qui pèsent sur la valeur ajoutée ou le foncier des entreprises. Au total, il y en a pour 73 milliards d'euros et d'après les informations de BFM Business recueillies hier, on n'a pas enterré cette idée, mais enfin on n'en fait plus une priorité. Parce qu'il y en a des choses à financer. Il y a la dette de la SNCF où il va y avoir un chiffre qui va sortir aux alentours du 24 mai, après la sortie de la procédure de déficit excessif à Bruxelles la veille, le 23. Et puis il y a le plan banlieue, et puis il y a le service civique obligatoire, et puis il y a la potentielle exonération des heures supplémentaires de cotisation. Alors les impôts de production, 73 milliards d'euros, on ne va pas les trouver sous les sabots d'un cheval, même si on n'en attaque que 10%. C'est vraiment la plaie pour vous ? Oui, évidemment. On vous entend pas là, attendez, c'est pas... Allez-y. On n'entend pas. Ça y est, c'est bon, allez-y. Ça aurait été triste quand même. Ah oui. Non, mais moi, oui, évidemment que ça pèse énormément de taxer les entreprises avant qu'elles aient le moindre profit. C'est absurde. Et c'est surtout contre-productif parce que nos camarades allemands, par exemple, ne subissent pas cette pression fiscale 10 milliards, je crois, sur la production. 73, oui. Comment ? 10 milliards d'après mon souvenir contre 73 en France. Oui, et voilà, donc ça fait une vraie différence, c'est une distorsion de concurrence. Et si on veut promouvoir le Made in France, et si on veut que les entreprises étrangères viennent en France pour produire, et viennent en France pour créer, il va falloir qu'on s'attaque à ce fléau. Et je pense que Bruno Le Maire en a parlé il y a quelques semaines, que ça ne soit pas la priorité, et que ça ne soit pas fait dans les jours qui viennent, peut-être, mais je pense que ça reste un point important. Et je crois que ce gouvernement qui veut libérer l'entreprise va faire en sorte de baisser cet impôt sur la production, parce que si on veut favoriser le Made in France, ça reste quand même la seule solution. J'ai cité l'ex-taxe professionnelle, Sylvain Aurébi. Dans ces impôts de production, il y a l'ensemble des cotisations payées, prises sur le travail pour payer le modèle social. C'est-à-dire que si on veut vraiment les baisser, il y a un moment, il faut aussi entamer la remise à plat de la dépense publique, commencer à attaquer le sujet qui fâche, le modèle, retraite, santé, tout ce qu'on a mis en place. Et ça, pour le coup, ça ne sera pas fait cette année. Je pense qu'un quinquennat dure 5 ans, il en reste 4. Ça leur laisse un peu de temps pour le faire. Moi, je pense que c'est dans l'esprit Macron que de baisser les impôts sur la production. Ça n'a pas de sens de taxer des entreprises sur ce qu'elles ont fait avant même d'avoir réussi. Donc, je ne crois pas du tout que ça va continuer dans ce sens. Stéphanie Villers, sur cette... c'est pas vraiment une promesse, hein, c'est une parole politique forte, mais il faut juste en avoir les moyens. Est-ce que la France a les moyens de baisser les impôts partout ? On ne sait déjà pas comment on va financer la suppression de la taxe d'habitation. Et l'esprit Macron, moi, j'ai du mal à le comprendre. Par exemple, la suppression de la taxe d'habitation, je vois pas, en fait, le fil conducteur et pourquoi il a décidé, en fait, de supprimer cet impôt. Parce que de toute manière, on sait très bien, si on était en excédent budgétaire style à l'allemande, on aurait pu effectivement avoir les moyens de baisser ces types d'impôts pour dire on va relancer la consommation. Et il y a un réel besoin, par exemple, en Allemagne. La consommation des ménages est relativement faible, contrairement à la nôtre. Hein, là, il décide effectivement, même si effectivement elle s'est un peu affaiblie, le niveau de consommation en France est très élevé par rapport au niveau de consommation en Allemagne sur longue période. Donc il a commencé à s'engager sur ce canal-là, ça coûte extrêmement cher. Donc il peut pas après effectivement offrir tout un panel de baisse d'impôts. Et je pense que déjà, c'est vrai que les entreprises, qui est aussi moi je vois ça de loin en macroéconomiste, il y a toujours quelque chose qui va pas aussi. Hein, c'est on critique. Arrêtez de vous plaindre, Aurébi, arrêtez de vous plaindre. Non mais on dit souvent, il y a toujours quelque chose à faire. Il faut toujours baisser les impôts, il faut toujours aider les entreprises, il faut toujours. Je ne sais pas si c'est ce même discours à l'étranger. Je ne sais pas si les entrepreneurs. Mais quand vous avez 10 milliards de ponctions en Allemagne et 77
investissent en France, évidemment, ils se plaignent pas. Moi, je me plaindrais pas si j'étais allemand. Non, mais il faut voir en net. C'est-à-dire, l'État français ne fait pas non plus rien pour les entreprises. Non, mais absolument. Il y a effectivement ces emplois qui ont été soutenus avec des baisses de charges pour améliorer les emplois des moins qualifiés. Enfin, il y a quand même plein de choses qui sont mises en place. Alors peut-être qu'ils fonctionnent pas. In fine, ça relance pas, ça baisse pas le chômage, ça c'est sûr. Mais on peut pas dire que rien n'a été fait pour l'entreprise. Et ce qui est dommage, c'est que moi j'ai l'impression, vu de loin, que l'entreprise, globalement, l'entreprise française, ça lui suffit jamais, quoi. Il y a toujours un problème. Alors, est-ce que allez-y. Allez, non, mais surtout que là où Stéphanie Villers a raison, il y a quand même des factures à venir et que les 2%, faut pas les espérer en 2021. Attention, botte de cow-boy, Stetson de Texan. Alors, voilà. Oui, tout est une question de budget. Donc là, on est tous d'accord. Moi, je suis chef d'entreprise, donc de toute façon, il y a une balance à respecter. Donc le raisonnement de se dire est-ce qu'on les a ou est-ce qu'on les a pas, la question, elle sera là. Le juge de paix, ce sera le chéquier. Bien, une fois qu'on s'est dit ça, je trouve que Sylvain, il va vraiment, mais doucement. Quand il dit que c'est absurde, c'est pas absurde. On ne dit pas que tous ces impôts de production, il faut les raser. On ne dit pas que l'Allemagne a raison d'avoir une politique ultra offre, ultra production, très au désavantage et de la consommation et également de la vie courante des Allemands. Je suis pas sûr que ce soit hyper funky d'être allemand aujourd'hui, peu importe. Il y a dans ces impôts de production, je sais pas si les gens ont conscience, des trucs aberrants, débiles. J'utilise le terme débile. Vous avez une taxe sur la valeur ajoutée. Donc, c'est-à-dire, voilà, vous faites du chiffre d'affaires. Vous faites du chiffre d'affaires, ça vous encaissez de l'argent, vous retirez de ce chiffre d'affaires ce que vous avez dépensé pour faire ce chiffre d'affaires, bim, vous êtes taxé. Il n'y a même pas de notion de marge, pas de marge, salaire, pas salaire, il y a ça. Vous avez une cotisation foncière, les entreprises, qui a remplacé la taxe professionnelle. Alors, vous dire les particuliers payent sur le foncier. Mètres carrés que vous utilisez, oui. Ils ne sont pas venus visiter. Ils ont tranché. Alors vous êtes dans quel quartier ? Vous prenez tant. Voilà. C'est aberrant. Vous avez une boîte où vous avez des milliers de mètres carrés. Ça va être tranché sur un cadastre de 1942. J'exagère, c'est une caricature. En revanche, vous avez une boîte postale parce que vous êtes juste un petit mec qui travaillait en freelance. Bim, pareil, c'est 784 € le forfait minimal. Donc vous commencez. Voilà. C'est juste ça que je dis. Je suis d'accord. On a toujours tendance à dire il y a trop de charges, il y a trop de charges. Oui. Je dis juste qu'il y a dans la notion d'imposer la production avant même la notion de marge, valeur ajoutée, EBE, EBITDA, on l'appelle comme on veut, est une aberration. Et aujourd'hui, moi je ne suis pas super fan de l'idée, et je partage partiellement votre avis, de dire enlevons peut-être ces impôts sur la production et oublions ce CICE. Oublions cette espèce on rebranche derrière une piqûre pour rattraper ce qu'on a déjà. Voilà, une béquille pour essayer de. Donc c'est même pas une question de modèle. Continuer à marcher avec le c'est pas une question de modèle, c'est une question de. Voilà, on est là, on jongle et on prend pas le problème vraiment à la base. Et je vous jure, il y a des trucs aberrants. Mais alors il y a un truc aussi, Stéphane Van Nuffel, et c'est Jean-Marc Vittori des Échos le décrit à la perfection. Quand vous avez construit une bicoque de briques et de broc, tellement de briques et de broc que dès que vous, tu sais, une Mikado, dès que vous bougez un chambrol, tout risque de s'écrouler. La grande remise à plat du jour où vous arrêtez de faire 100 ou 130 milliards d'euros de subventions aux entreprises en tout genre de niches fiscales en baisse de cotisation pour effectivement derrière pouvoir baisser les impôts de production, l'opération est tellement compliquée que vous risquez de tout faire écrouler en bougeant ne serait-ce que epsilon. On en est conscient, mais quand vous avez 2% de croissance, quand vous avez eu pendant des années des taux hyper bas, vous pouviez vous financer sans aucun problème. Est-ce que c'était pas là qu'il fallait penser à faire des trucs comme ça ? Est-ce qu'on va attendre justement, cycle ou passible, de repartir à la baisse pour devoir faire des vraies réformes où tout le monde va vraiment devoir faire des efforts ? Je dis juste, Nicolas, rappelez-vous, je vous avais expliqué que quand vous êtes aujourd'hui une entreprise qui avait de la TVA perçu sur un produit que vous vendez et que vous reversez à l'État, vous êtes donc percepteur de TVA pour l'État, vous êtes exonéré d'une taxe sur les salaires. Le jour où vous allez vendre plus de services ou de produits exonérés de TVA, vous allez recommencer à payer une taxe sur les salaires. Expliquez-moi le rapport entre les salaires et la TVA perçue. C'est un truc qui date d'il y a 45 ans et personne ne s'est attaqué au sujet. Nous avons une école nationale d'administration qui nous fournit l'élite intellectuelle. Il n'y en a pas un qui a réfléchi à se dire est-ce qu'il n'y a pas un truc qui n'est pas clair. Et je peux vous en donner des dizaines des cas comme ça. Moi je deviens dingue et je vous le disais tout à l'heure hors antenne, j'ai eu une discussion avec mes salariés en leur expliquant que ceux qui se plaignent et qui devraient se plaindre de l'ensemble de ces charges et de ce coût du travail, de ce coût de l'entreprise, pardon de me plaindre, c'est pas le patron, c'est le salarié. Parce que quand je donne 100 € à mon assistante, ça me coûte 178 €. Entre le brut, salaire net, salaire brut, qui est en fait censé être la part salariale, puis les charges patronales globales, taxes, etc., il y a 78 €
qui vont partir à l'État. Donc moi, le modèle social, j'aimerais bien... Sont dans les impôts de production. Qui sont considérés comme les impôts de production. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le salarié qui devrait se plaindre. Parce que moi, de toute façon, on me dirait, tu continues à sortir 178, je préférais que mon salarié en ait 120 plutôt que 100. Parce que je ne suis pas sûr que les 78 maintiennent le niveau de notre modèle social sur lequel on se cache depuis 1945. Et Patrick Artus, il a écrit un bouquin où il dit que les salariés vont se révolter. Mais ils devraient, Nicolas, ils devraient. C'est pas Les libéraux devraient être les salariés. Les libéraux devraient être les Lui, il dit que salariés. les salariés vont se révolter parce qu'ils sont dans un monde où il n'y a plus que des jobs sous-qualifiés et que ça va pas leur correspondre. Nicolas, les premiers libéraux ont coupé la tête du roi. C'était pas forcément les plus nantis, les libéraux à la base. Bah oui. Les décrets le chef sont un peu une racine du Vous libéralisme. libérez pas l'élite. L'élite, elle est bien. Elle n'a pas besoin d'être libérée, l'élite. Stéphanie Villers, Ce que je vois, c'est que, comme vous dites, effectivement, on a vécu une période fabuleuse pour l'entreprise avec des taux d'intérêt extrêmement bas, 1 euro qui était favorable, qui était faible, un pétrole qui était pas cher. Et vous nous dites, tout était favorable pour relancer l'investissement, mais il aurait fallu quand même, pour stimuler, nous donner envie que l'État continue à baisser ses impôts et ses charges. Ouais, il y a toujours quelque chose qui fait. Et au niveau macroéconomique, tout était aligné pour que les entreprises investissent massivement. En France, on a un retour... Non, 4% d'investissement. Mais on n'a toujours pas atteint les niveaux d'avant-crise. Donc, par rapport, il suffit de regarder les entreprises américaines et nos entreprises. On est quand même en pleine révolution technologique. On a un peu du retard quand même. Hein. On sait faire des start-up, on ne sait pas faire des mastodontes du numérique. Ça, c'est le cheval de bataille de Sylvain Aurébi, votre voisin. Donc, il faut quand même. Et le moment où c'était idéal, où on n'a jamais connu un environnement, un contexte pareil, les choses se sont un petit peu. Stéphanie, Monsieur Montebourg a changé la fiscalité du capital au moment où ça s'alignait. Je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est aberrant de dire ça, pardon. Donc voilà. À ce moment-là, on se prend 15 points de fiscalité sur le capital. Il y a toujours une raison pour effectivement pas faire avancer les lignes. Effectivement, moi, j'ai jamais connu des taux d'intérêt aussi faibles. Il y avait la croissance mondiale. Est-ce que vous croyez que moi je fais mon business avec des taux d'intérêt faibles? Enfin, c'est absurde. Vous êtes tellement loin du monde de l'entreprise. Si vous êtes à 3 à parler déjà que 2, ça passe pas. Et vous attaquez l'entreprise, vous n'avez jamais été chef d'entreprise et vous imaginez, oh bah le pauvre, il a eu des taux d'intérêt hyper bas, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais pas du tout. On travaille et en France, on développe énormément de bonnes idées, des petites, des moyennes, des grandes entreprises. Le gouvernement de François Hollande, plutôt de Manuel Valls, a fait d'excellentes choses à l'époque où Macron d'ailleurs était à Bercy. On en a profité. Et il n'en reste pas moins que la pression fiscale sur les entreprises est trop lourde et c'est surtout qu'elle est mal répartie. C'est-à-dire qu'on vous taxe sur la production alors que vous n'avez rien gagné. On vous donne des niches fiscales dont on n'a rien à foutre au bout du compte. Et moi, je suis pour la suppression de toutes ces niches auxquelles on ne comprend rien et qui vont aider des catégories de gens qui sont plus lobbyistes que les autres. Et derrière, on vous dit, on va vous baisser le taux d'IS, il va passer de 33 à 25. Finalement, la moitié des boîtes qui gagnent pas d'argent se foutent complètement de savoir que le taux d'IS sera à 25. Il faut donc mieux répartir, à la limite de laisser la pression fiscale identique, mais de mieux répartir cette pression fiscale en supprimant ces impôts à la production, en les diminuant plutôt, pour permettre aux entreprises de produire et d'être plus compétitives. C'est ce qu'il nous faut. Vous êtes moins compétitifs à l'étranger parce que déjà vous partez avec ces 70 milliards dans votre sac à dos. Si on réduisait ces 70 milliards, vous verrez que les entreprises exporteront mieux, et qu'elles seront plus compétitives à l'étranger et que du coup elles paieront plus d'IS parce qu'elles gagneront de l'argent grâce à leur nouveau marché. Je dis juste que le contexte était favorable, c'était un contexte... Mais le contexte l'est toujours. Je suis obligée de dire que c'était effectivement, par rapport à ce qu'on a connu par le passé, lorsque les taux d'intérêt étaient très élevés, effectivement, il faut pouvoir les sortir, il faut pouvoir payer après, derrière. Il faut un business, il faut des débouchés beaucoup plus développés lorsque, effectivement, derrière, sa banque, il faut rembourser. Donc, voilà. Donc là, c'était une situation, un contexte favorable pour s'endetter et voilà, pour investir. Parfait. Stéphanie, vous parlez à la parfait quand même. Non, est-ce que je vois, oui, parce que on sait très bien que les taux d'intérêt vont augmenter. Donc en fait, on est passé à côté de cette phase ultra favorable. Par contre, je dois dire qu'il n'y a pas qu'en France. C'est-à-dire que cette situation, elle s'est connue sur l'ensemble de l'Europe et notamment en Allemagne. Et on a vu aussi, alors ils payent beaucoup moins de charges. Apparemment, c'est le nirvana là-bas, mais cela dit, l'investissement non plus n'est pas suffisant. Donc il y a un problème plus global. Effectivement, c'est pas uniquement les taux d'intérêt, mais c'est pas non plus les charges
charges patronales qui vont faire. Mais non, mais c'est ni l'un ni l'autre. Voilà, mais il faut être quand même capable de se dire qu'il y a ce problème-là, et pourquoi en France, et pourquoi en Allemagne, pourquoi en zone euro, on n'a pas été capable de prendre le train en marche de cette révolution qui a enclenché ces mutations économiques. Pourquoi on ne le fait pas? Alors la question, elle est très judicieuse. Si l'impulsion était politique, doit être politique, ou si l'impulsion devait venir du secteur privé. Parce qu'au niveau politique, c'est vrai qu'on n'a pas engagé, et on le voit sur ces impôts de production avec toute la partie cotisation sociale, c'est un sujet qui n'a pas été adressé. Je veux préciser mon propos, parce que je ne veux pas qu'on se méprenne. Moi, je n'aime pas me plaindre. Je ne me plains pas. Je le redis, payer ce que je paye déjà en impôts, quel qu'il soit et quel que soit le degré, ça ne me dérangerait pas à partir du moment où ça va dans la poche des gens qui partagent mon profit. Pour revenir sur le sujet du départ. Donc je le redis, 178 € dépensés. S'il y en a 120 dans la poche de mon adjointe, je préfère plutôt qu'elle en ait 100. C'était ce que je voulais dire. Maintenant, je ne me plains pas sur le trop-plein. Je dis juste par rapport à ce que Stéphanie disait, pendant cet alignement de planète, qu'on a tous appelé l'alignement de planète, et vous le savez parce que vous travaillez dans une entreprise qui fait de l'épargne, il y a eu une impulsion fiscale complètement invraisemblable du précédent mandat, qui donc a fait demi-tour en plein milieu, puisqu'il a créé le CICE pour se rattraper, qui a complètement cassé cette dynamique. Donc là, on n'est plus... L'Allemagne, tout ça, je ne parle plus de ça. On parle de qui met l'impulsion. L'impulsion, elle a été... C'est l'article 6 du budget 2013 où on aligne la fiscalité du capital. Et oui, et on remonte tout ça, et on monte tout ça en même temps. Parce que ce que je veux dire, c'est que là, l'impulsion politique a été totalement contre-productive avec un cycle économique, qu'il soit provoqué ou pas, qui prêtait vraiment à l'investissement. Et on le voit aujourd'hui où finalement l'alignement de planète reste quand même très favorable, mais l'est un peu moins, on le sait. Il y a une fluidification énorme des flux, il y a des levées de fonds tous les jours, les Français recommencent à faire de l'equity. Quand je dis les Français, c'est les fonds d'investissement, les banques, Monsieur Le Moal a dû vous le dire. Voilà. On le voit, moi je le vois dans mon métier au quotidien sur le compte titre, c'est tout bête, je vous en avais parlé. Pendant des années, le compte titre, il n'y avait plus de sortie. Les Français ne sortaient plus l'argent de leur compte titre, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient plus de transfert vers de l'investissement d'une entreprise vers une autre. Donc il n'y avait plus d'investissement, il n'y avait plus de possibilité pour les entreprises de se financer, autre que par les fameux taux bas vus de façon macroéconomique, sauf que la banque ne vous prêtait pas, parce que si elle ne pouvait pas se brancher sur une immobilisation, eh bien elle ne vous prêtait pas. Donc les GAFA à la française, on les aurait jamais eu pendant ces 5 ans. C'était juste ça que je voulais dire. Alors c'est un peu précis, je me plains pas. Je dis juste, à un moment donné, l'alignement de planète, oui, si on le voit de façon macroéconomique, oui. Si on rentre dans le détail d'un chef d'entreprise de petite taille, on se rend compte à ce moment-là que je peux vous dire que l'impulsion politique, pour le coup là, un peu négative, on se l'est pris pleine tête. Et que finalement, bah là, cette dernière année, ça a plutôt été assez positif, même si tout n'est pas vraiment feu vert à fond. Au moins, le discours, la démarche, le PFU, la vraie volonté de financer l'économie réelle par rapport à l'immobilier, la disparition de l'ISF, etc. Voilà, c'est une impulsion politique, on la partage ou pas, mais qui va plus dans le bon sens. Stéphane, ça fait 4 mois validés, maintenant, un peu plus de 4 mois validés qu'on a ces mesures fiscales. Vous en voyez les résultats concrets? Moi, j'ai des clients, Nicolas, qui pensent aujourd'hui qu'ils vont payer plus d'impôts sur leur fortune immobilière qu'ils ne payaient d'impôts sur la fortune avant. Mais ça, c'est Ils ont l'impression que c'est un nouvel impôt. Oui. Moi, je leur explique juste que, non, en fait, voilà. Bon, mais donc, de l'autre côté du spectre, du côté de l'investissement financier, l'argent circule. Je peux vous garantir que sur les comptes titres, l'argent circule. Sylvain Aurébi, est-ce que vous pensez que vous allez inscrire votre raison d'être dans vos statuts? C'est un élément de la loi Pacte, texte que vous connaissez plus que personne d'autre car vous avez participé à son élaboration dans les fameux binômes, les 6 binômes qui avaient été mis en place. On nous dit qu'il prend du retard. Je ne sais pas si vous avez des éléments de calendrier, mais enfin en tout cas, on va modifier le code civil pour permettre aux entreprises qui le veulent d'inscrire leur raison d'être. Vous allez le faire? Je commence à en croiser qui vont le faire. Alors je me pose la question. J'avoue que j'étais très mesuré, disons, par rapport à cette idée, parce qu'au départ, elle était prévue obligatoire. Et ça aurait été une catastrophe. Il y a eu un débat, oui. Effectivement. Aujourd'hui, elle est optionnelle. C'est vous qui la définissez, cette raison d'être. Oui, absolument. Et je pense qu'il y a, pour certaines entreprises, c'est important. La raison d'être de l'entreprise, c'est de plus en plus important. Et en fait, quand vous regardez nos consommateurs, quand vous regardez les gens qui achètent nos produits, je parle des miens, mais je parle de la plupart des produits, les gens qui achètent ces produits aujourd'hui et les gens qui vont les acheter demain sont les millennials. Les millennials, c'est les 18-35 ans. Et les millennials, ils attachent une importance fondamentale à la raison d'être de l'entreprise. Ils veulent acheter à des entreprises qui produisent proprement. Ils veulent acheter à des entreprises qui traitent bien leurs salariés,
qui traite les femmes de la même façon que les hommes. Les millennials, ils attachent beaucoup d'importance à cette raison d'être de l'entreprise et ils vont l'imposer dans les années qui viennent, dans les 10 ou 20 ans qui viennent, parce que ce seront eux qui seront aux commandes. Ils vont imposer aux entreprises d'être propres et d'avoir une véritable raison d'être. Donc oui, on va se poser la question, alors, ça va pas être demain matin, mais les entreprises en général vont se poser la question, et des grandes entreprises, je suis sûr que des entreprises qui réfléchissent beaucoup à ça, comme Danone par exemple, va sûrement réfléchir à inscrire quelque part dans ses statuts une raison d'être, et je pense que ce sera la règle dans 10 ou 15 ans, poussée par la demande du consommateur, parce que c'est le consommateur, au bout du compte, c'est pas du tout l'actionnaire, c'est pas du tout le financier, l'investisseur, c'est le vrai patron, c'est le client, et c'est lui qui va l'imposer. On voit aujourd'hui ce chemin vers la RSE, la responsabilité sociale. C'est déjà engagé. Bon. Oui, mais bien sûr, mais il y a 10 ans, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, toutes les entreprises ont une politique RSE hyper complexe, hyper poussée. Et je pense que on va aller de plus en plus vers cette mission que devra se donner l'entreprise. C'est marrant que vous citiez Danone, parce que certains ont dit des mauvaises langues, peut-être que c'était la loi Danone, justement, cette volonté de régler le code civil, de manière en fait à permettre à des grandes entreprises, au titre de cette raison d'être définie dans les statuts, de pouvoir opposer cette raison d'être à la pression des actionnaires cette fois-ci. Oui, mais enfin, ça devrait être voté par les actionnaires, je pense, quelque part, la raison d'être. Oui, là-dessus, ça reste quelqu'un... globalement du marketing, quand même. Ah bah écoutez, Nicolas, on est dans une société de sens aujourd'hui, donc de toute façon, milléniaux... Stéphane, toutes les boîtes de la BFM Academy, émission que vous connaissez, aujourd'hui, toutes ces boîtes qui se créent cochent toutes les cases du éco-responsable, du tout sens. Qui va bien. Voilà. Toutes les entreprises qui travaillent sur leur marque employeur pour attirer des talents disent qu'aujourd'hui, les gens ne viennent plus simplement pour un salaire, ils ont besoin de savoir ce qu'ils vont faire, comment ils vont le faire, quel est le sens qu'ils vont donner à leur job quotidien. C'est quand même une tendance qui n'était pas aussi puissante il y a 25 ans. Je continue à dire. Il y a 5 ans même, Nicolas. Ça reste quand même très réseau social, ça reste quand même très nouvelle économie. Non, je crois que vous avez tort, Stéphane. Je pense que c'est beaucoup plus profond. C'est une vraie question. Moi, j'ai hâte de voir ce qui va être marqué dans les statuts des compagnies aériennes, de l'industrie lourde, de la SNCF. On va voir c'est quoi leur raison d'être à eux, d'expliquer que maintenant, pour voyager plus vite, il faut prendre des avions qui vont 2 fois plus vite, qui polluent 2 fois plus. Est-ce qu'il y a un sens à ça? Oui, on va avoir envie de voyager, de voir le monde, partager avec des sociétés. Les gens vont vous dire, on se rencontre, on va toujours trouver un côté marketing positif à donner du sens à quelque chose. Qu'est-ce que va écrire Total? Qu'est-ce que va écrire Shell? Qu'est-ce qu'ils vont écrire cette industrie très lourde comme... on en a besoin, sinon on se chauffe pas, on meurt de froid. Oui, mais regardez, les industries très lourdes, elles ont fait des efforts énormes. Voilà, maintenant ils mettent des bateaux. McDonald's nous fait de la salade. C'est une façon de répondre à cette demande de mission. McDonald's est rouge aux États-Unis, il est vert en France. Et plus vous êtes pollueur potentiel, plus vous avez une raison d'être. De donner du sens à cette pollution. Absolument. J'ai le maître Cafélo de cette émission qui nous écoute, je pense, tous les jours, Emmanuel Grimaud de Maximis Retraite, là, qui m'écrit attention Stéphane, pour 100 € de salaire versé sur le compte en banque d'un salarié, le coût employeur est de 193 € et non 178, auquel il faut rajouter les tristement fameux impôts de production. C'est ça, j'ai précisé tout à l'heure, mon cher Emmanuel, que je connais bien, que je ne prenais pas en compte les impôts de production. Je ne parlais que de charges. En tout cas, votre assistante, elle va être contente parce qu'elle aura écrit en gras sur son bulletin de salaire le salaire qu'elle aurait dû toucher, qu'elle ne touchera pas d'ailleurs. Mais figurez-vous, mon cher Sylvain, qu'elle a son PE, même dans notre petite entreprise de 21 c'est bon, là, on partage le profit. On a 3 minutes. Allez, un petit mot sur le Macron 1. Je commence avec Stéphanie Villers. On vient de vivre la première année d'Emmanuel Macron. Ça fait une semaine qu'on en parle. Là, on vient de valider la première année d'Édouard Philippe à Matignon. L'élément ou les 2 éléments que vous gardez de cette première année? Moi, ce que j'attends, c'est les résultats de son plan de formation. Là, parce que j'ai pas oublié qu'il nous a promis de former 1 million de chômeurs de longue durée et 1 million de jeunes sans formation. Il a baissé les impôts, il a fait effectivement pas mal de choses. Il a fait sa réforme de la loi travail. Mais pour l'instant, en fait, à part réformer les instituts de formation, je vois rien de concret et surtout pas de débat sur ce sujet, en fait. Qu'est-ce qu'on est capable de fournir comme formation
formation, vers quelle formation on doit orienter ces jeunes. Et c'est un vrai débat et c'est vraiment ce qui compte, ce qui va nous amener sur la croissance de demain. Et je resterai attentif sur ce sujet-là parce que j'ai l'impression que c'est peut-être aussi que du marketing finalement. Ça, c'est un vrai sujet. On est sur effectivement maintenant le risque d'exécution. Il faut les rationaliser, ces instituts de formation. Il faut le transformer. Ce compte de formation non plus libellé en heures et en euros. On a quand même retiré le C de collecteur dans les OPCA. On l'a remplacé par compétences. Donc ça, c'est déjà... Non, mais c'est de la mécanique. Ouais, c'est de la mécanique, c'est vrai. Après, il y a effectivement des salariés, des gens qui cherchent un emploi. Oui. Bon. Le Macron 1, Sylvain ou Stéphane, on a une minute 30. Très rapidement, d'abord. Il va me parler fiscalité. Non. Pour la blague, d'abord, je vais dire les intervenants sur la loi PAC qui ont quand même été extrêmement bien choisis, ont été extrêmement bien faits, ça la première chose. Ensuite, oui, je suis obligé de vous dire la fiscalité, parce que moi, je vous le redis, je le constate depuis quelques mois, ça fluidifie l'économie et je pense que c'était ça qui nous manquait. Je partage parfaitement l'avis de Stéphanie, il faudra avancer sur la formation, c'est primordial pour l'avenir. Sur la première année, clairement, c'est ce qui, pour l'instant, me semble être le plus logique. Je ferai juste une petite aparté, parce que j'ai passé la soirée avec lui sur France 3 hier. La meilleure chose qu'il ait fait aussi, c'était Édouard Philippe, parce que je trouve que notre Premier ministre est vraiment un type super. Et il y avait une émission hier très bien sur lui, donc je pense que Macron 1, c'est aussi le fait d'avoir choisi Édouard Philippe comme Premier ministre. D'ailleurs, on a vu que dans les réactions de la presse, on cherche toujours, vous savez, des chicayas entre le Premier ministre et le Président de la République. Là, le type est discret. Mes confrères des services politiques n'ont pas grand-chose à se mettre sous la main. Vraiment, le type est chouette. Pour terminer, Sylvain Aurébi, l'année 1... Alors d'abord, l'année 1, il a fait ce qu'il a dit qu'il ferait, ce qui est déjà une grande nouvelle en France. Et puis, je pense que c'est ce mouvement de libération de l'entreprise, pas de libéralisation, de libération de l'entreprise qui est enclenché aujourd'hui, qui a commencé déjà, qui va poursuivre avec la loi Pacte. Le fait de supprimer le seuil des 20 salariés, le fait de donner 5 ans pour qu'un seuil s'applique véritablement, ça c'est des choses qui vont beaucoup aider les entreprises, qui vont beaucoup aider l'emploi également. C'est quelque chose d'assez fort. Il y a aussi dans la loi Pacte, ils l'ont annoncé, le forfait social qui va être supprimé pour les entreprises de moins de 250 salariés. Ça, c'est le partage du profit. Ça va beaucoup aider. Le forfait social, je vous rappelle, quand ça a commencé, c'était 2%. C'est monté à 20. Aujourd'hui, c'est 20. Ouais. Voilà. Donc, pour les entreprises de moins de 250 salariés, il y aura de la participation d'intéressement avec un forfait social à 0, je pense. Et ça va beaucoup aider aussi. Voilà, donc tout ça est plutôt pas mal. Il reste encore un peu de boulot, mais il reste 4 ans. Et puis il reste effectivement pas mal de gens à former. C'était Stéphanie Villers, Sylvain Aurébi, Stéphane Van Nuffel. On se retrouve demain à 9h.